Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Le Goodberry Podcast, c'est toujours une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. C'est Comme la vie d'Adzi qui me fait l'amitié de venir sur le podcast aujourd'hui. Originaire du Togo, ce pays qu'il considère comme sa source, sa base, Comme la vie arrive en France à l'âge de 13 ans, en région parisienne, sans ses parents. Après des études en Hippocagne à la Sorbonne, les aléas de la vie le mènent à Châteauroux, où les projets professionnels vont s'accélérer. Photos, vidéos, textiles, illustrations, les créations d'entreprises s'enchaînent pour faire de ce touche-à-tout un exemple d'adaptabilité. Outre ses talents musicaux, on a parlé d'éducation, de textile, de créativité, mais on a évoqué également Amen Viana, le parrain, le Berry. Merci au Café du Théâtre, rue de la Gare à Châteauroux, qui nous a accueillis chaleureusement pour l'enregistrement. Et sans plus attendre, je vous embarque à la découverte de Comme la vie d'Adzi, un créateur d'intuition. Goodberry, c'est parti. Salut Comme la vie. Salut. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Merci de m'avoir invité déjà. J'ai une première question. Comme la vie, c'est sur ton prénom. Il est pas courant et la première fois que je l'ai entendu, j'ai cru que c'était 3 mots moi. J'ai cru que c'était comme la vie, tu vois. Non, c'est assez original. Hein. Je sais pas si je te l'ai déjà expliqué. Non. Comme la vie, parce que je suis d'origine togolaise. Ouais. Ça veut dire mardi. Parce que je suis né un mardi, tout simplement. En fait, chez nous, au Togo, on a des prénoms de jours. Et je suis né un mardi, donc je m'appelle Comme la vie. Donc au Togo, il y en a plein des Comme la vie. Donc voilà, ouais, c'est ça. Et c'est original, donc je le garde. J'ai un autre prénom, mais Comme la vie, c'est le prénom le plus original, donc j'aime bien. Ouais. Et le deuxième prénom, c'est quoi? C'est Edmond. C'est un prénom de vieux. Hein. Non, c'est bien, c'est classe. Et toi, tu es né au Togo? C'est ça. Et t'as vécu longtemps là-bas? Jusqu'à l'âge de 13 ans. Ouais, j'ai fait toute mon enfance au Togo, et puis je suis arrivé en France, j'étais encore on va dire petit, 13 ans, c'était encore pour faire mes études, et puis voilà. T'en gardes quoi de ces années au Togo? Toute mon éducation, toute ma philosophie, ma base, tout vient de là. Donc pour ça, j'y retourne de temps en temps pour reprendre un petit peu des choses à la source, et voilà, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est mes gènes, on va dire. C'était une ville, un village? Non, c'est la ville. Je suis né à Lomé, donc la capitale. Donc j'ai grandi dans la capitale. Voilà, comme tout enfant togolais. Tes parents, ils faisaient quoi? Mon père, il travaillait pour une compagnie aérienne qui à l'époque s'appelle Air Afrique, donc il était steward. Ah, ok. Et ma mère faisait du commerce, donc import-export, donc elle faisait des allers-retours entre la France et le Togo. Et naturellement, donc on a connu la France comme ça à travers le métier de ma mère. C'est ta mère un peu qui t'a donné ce gène du commerce? C'est un peu ça. Elle l'a toujours, elle le fait toujours. Donc, elle le fait toujours? Ouais, elle fait toujours ses allers-retours, toujours son business. Donc, on va dire c'est dans les gènes. Et puis, c'était pas préposé que je sois chef d'entreprise un jour, mais c'est arrivé comme ça par la force des choses. Et voilà. Et elle fait un business sur quel secteur? Ma mère a vendu des sacs. Donc, elle achète des produits ici, donc qui sont revendus dans des boutiques au Togo. D'accord, super. Tu te souviens de ton arrivée en France à 13 ans? Ouais. C'était pas évident parce que j'avais de la chance, j'avais ma grande sœur qui était déjà arrivée 1 an avant moi, qui avait déjà faisait déjà ses études. Donc moi je suis arrivé. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon père vit pas là, ma mère non plus. Donc je vivais chez mon oncle. Donc je découvrais un petit peu toutes les facettes de la France avec tout ce que ça comporte. Et c'était où en France? À Chelles. Ouais, je suis arrivé à Chelles, en région parisienne. Donc j'ai fait toutes mes études à Meaux. Hein. Donc voilà, je suis resté dans le secteur. Et ma sœur habitait à quelques kilomètres quand même. Donc on se voyait de temps en temps. Mais voilà, mais ça m'a bien forgé. C'était une période assez intéressante. Et tu fais tes études de quoi? Parce qu'à 13 ans, tu arrives comme au collège ici? Je suis arrivé au collège. Après, j'ai fait le lycée. J'ai eu un bac général. À la base, je voulais faire de la politique. Ah ouais. J'ai fait une année j'ai fait une année d'Hippocagne, de prépa à Sciences Po. Génial. Donc j'ai raté mon concours la première année, et après j'ai arrêté parce que ma mère voulait pas forcément que je continue dans cette voie de la politique, donc je suis passé en fac d'histoire. Donc voilà, et j'ai fait 2 ans, je suis pas allé jusqu'à la licence, mais j'ai fait 2 ans d'histoire.
je me suis arrêté là pour les études. Pour Hippocane, ça reste un échec? Non, c'est pas un échec parce que j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Parce que le concours Sciences Po, c'est très dur. J'ai bien bossé. Bon, j'en ai raté, mais au moins ça m'a, en termes de culture générale, en termes de connaissance de la France, connaissance un petit peu des institutions. C'était une bonne période. Donc, et j'ai gardé beaucoup d'amis là-bas aujourd'hui qui ont continué. Donc c'est assez sympa de les revoir de temps en temps, ou même de s'écrire sur les réseaux. Mais à la base, ouais, c'était sur le coup, c'était un échec parce que je voulais vraiment faire de la politique. C'était quelque chose pour moi. Je voulais en tout cas revenir au Togo pour faire de la politique. Ah ouais, tu voulais faire au Togo? Ouais, si vous voulez faire des études ici, intégrer Sciences Po, revenir au Togo pour faire de la politique, pour occuper un poste important, voilà. Mais ma mère, elle était pas fan de cette idée de politique au Togo. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Donc j'ai écouté, je me suis arrêté. L'idée, c'était d'aider les autres au pays? Oui, c'est ça. Ouais. C'est que l'idée, je me disais, à force, lorsque j'ai commencé à faire mes études ici, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses qu'on avait chez nous. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi pas mal de choses à revoir. Comme quoi, par exemple? Déjà, l'éducation. En termes d'éducation, il y a de bonnes choses au Togo quand même. Moi, j'ai appris le français au Togo, à l'école, on parle que français. On n'a pas le droit de parler notre langue natale. Et c'est bête, mais c'est comme ça. Mais ça m'a appris à très bien parler français déjà dès la base. Mais il y avait, par exemple, on apprenait pas mal de choses sur plein de pays. Au Togo, on étudiait la France, on étudiait les États-Unis, la Chine, mais on n'étudiait pas le Togo. C'est un truc tout bête, hein. Ouais, on n'étudiait pas le Togo en soi. On avait des manuels de français, des manuels de géo qui venaient de la France, c'est normal. Du coup, on étudiait tout ce que chaque enfant français étudiait, mais on n'étudiait pas notre pays. Voilà, c'est entre autres. Voilà, mais sinon, il y a plein de choses marrantes. Mais l'idée, ouais, c'était d'approfondir cette voie-là et puis revenir et puis voir ce que je pouvais apporter au Togo. Mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'était une bonne période en tout cas. Et quand tu fais ta fac d'histoire, le but, c'est quoi? C'est d'être prof d'histoire? Ouais, parce qu'au final, j'avais, pendant mon année de prépa, je me suis noué d'amitié avec mon prof d'histoire. Et au final, lorsque j'ai voulu abandonner la Sciences Po, il m'a dit, vas-y, continue. Et je voulais faire prof d'histoire. Donc j'ai fait une année à la Sorbonne, ma deuxième année. Et puis j'avais un ami que j'ai rencontré à la Sorbonne qui voulait, que lui, il connaissait déjà Châteauroux. Il m'a dit, j'ai envie d'ouvrir une boutique de déco à Châteauroux, j'ai envie de me lancer. J'ai dit, pourquoi pas. Il m'a proposé l'idée. Pourquoi pas. Donc j'ai découvert Châteauroux comme ça. Donc on est venu, on a ouvert une boutique de déco qui était pas loin de la place de la République, la rue, là où il y avait l'ANPE avant. Je me rappelle parce qu'à l'époque c'était encore l'ANPE. On s'est totalement planté. On a fait une année, après on s'est planté. Tu sais pourquoi vous êtes planté? On était encore trop jeunes et puis c'était encore foufou. On voulait faire un peu. On n'était pas assez structuré, mais c'était une expérience. Je savais pas quel âge on avait, mais on était encore tout jeunes. Et puis, mais c'était bien, c'était une bonne période pour apprendre. Et puis après, j'aimais bien Châteauroux. Et puis j'ai eu ma fille ici, donc je suis resté à Châteauroux. Donc là, tu abandonnes l'idée d'être prof d'histoire? Oui, c'est ça. J'ai abandonné prof d'histoire et puis je me suis dit bon. Maintenant, je suis dans la vie active, va falloir chercher un boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On n'avait plus la boutique, donc voilà. Je suis resté sur Châteauroux. J'ai pris un boulot, j'avais un CDI, donc ça me convenait bien, donc je suis resté. Et c'était quoi le boulot? Je suis rentré en tant que téléconseiller à Armatis, donc un centre d'appel, Place Colbert. Je suis resté pendant 8 ans quand même. Parce que, ouais. Après, je suis rentré à l'époque, c'était sur Canal. On passait les appels pour convaincre les gens de souscrire aux offres Canal. Après, je suis passé manager, ainsi de suite. Et puis, je suis resté 5 ans en tant que manager, donc gérer des équipes de téléconseillers là-bas. Qu'est-ce que tu retiens de ces années chez Armatis? C'était la formation. Voilà, c'est vraiment la formation, on va dire, pure. Parce que c'est là-bas où j'ai pu apprendre vraiment je ne veux pas dire à gérer une boîte, mais à gérer les gens. Parce que surtout sur la période où j'étais manager d'équipe, j'avais une douzaine de personnes à peu près dans mon équipe, une douzaine de collaborateurs. Et souvent, la plupart, c'était les premiers jobs.
Donc on se retrouve avec beaucoup de jeunes, il va falloir gérer les caractères, ainsi de suite, de milieux différents, des gens plus âgés, mais tout ça avec les mêmes objectifs pour tous. Donc c'était très important de savoir manager les gens différemment. Même si, voilà, et ça m'a appris, il y avait des échecs, il y a eu des succès, mais c'est vraiment la période de formation. En tout cas, sans Armatis, je serais pas devenu chef d'entreprise, c'est sûr. Il y a un outil ou un enseignement que tu te souviens de ces formations ? Surtout la résistance à l'échec. En effet, une formation, il y avait un coach qui était intervenu. Non, il n'était pas intervenu. On était parti à Caen. On était 4 managers. On était parti à Caen parce qu'il y a un autre site là-bas. Et on a fait la formation là-bas. Et c'est un coach qui venait de Paris qui nous avait fait la formation. Ça nous a très bien marqué parce qu'il y avait plein de petits détails, plein de choses. C'est pour ça aujourd'hui, je relativise beaucoup sur tout. Puis, et tu t'en sers encore ? Ouais. C'est juste des bases, c'est des choses qui restent dans la tête. Et puis, ça me permet aujourd'hui au quotidien, tous les jours en cas d'échec ou de coup dur, de se dire, ok, il y a pire dans la vie, quoi. Et puis on essaie d'apprendre et puis d'évoluer. Ouais. C'est de relativiser l'échec. L'échec et le succès aussi, les deux. Dans ma culture togolaise et plus mes formations, j'ai un mythe qui fait que je veux pas dire j'ai peur de rien, mais j'ai pas peur des limites. Ouais. Très important de pas avoir peur des limites parce que des fois on se donne les limites alors que y a pas. Je dis toujours au pire si ça marche pas tu reviens à la case départ. Donc voilà, ça fait partie de mes gènes maintenant, donc j'avance comme ça. Et dans un coin de ta tête, tu gardes toujours cet objectif de revenir au Togo pour faire avancer le pays ? Ouais, toujours. Ça t'est resté ? Ça m'est resté déjà parce que je coupe pas ce pont-là, j'y retourne de temps en temps. J'essaie d'avoir un point de chute aussi pour mes enfants, parce que j'essaie de finir une maison, de faire tout ça okay. pour mes enfants plus tard. Et aussi pour, pas tout de suite, mais à un certain âge, c'est sûr, ouais, j'y retournerai pour apporter ce que je peux apporter. Voilà, donc, Quel est le lien de tes enfants avec le Togo ? Je vais dire un peu, c'est la vie de tous les jours, parce que je suis le lien en fait avec le Togo pour eux, parce que ma fille elle est 2 fois, mon petit garçon aussi 1 fois. Le tout dernier il n'y est pas encore allé, mais c'est important pour moi pour qu'ils y aillent de temps en temps et puis qu'ils voient un petit peu la réalité, certaines choses. Et mine de rien, moi j'essaie d'inculquer ça au quotidien pour eux, et pour qu'après ils aient ce métissage là que moi j'ai eu, pas naturellement, mais je l'ai eu avec la force des choses. Eux ils l'ont naturellement, donc c'est bien de garder ça, surtout avoir les pieds sur terre, et puis côté matériel, de relativiser beaucoup sur le côté matériel et sur plein de choses. Donc, voilà, on verra. Et quand tu es chez Armatis, quand tu es opérateur, c'est toi qui demandes à être manager ou on te le propose ? Je l'ai demandé parce que j'ai fait 3 ans en tant qu'opérateur. Et puis à un moment donné, l'avantage c'est que la promotion interne est très importante dans cette boîte. Donc, et ça se fait avec la force des choses. J'ai demandé et puis j'ai passé des tests. J'ai eu des formations, je l'ai eu, et puis voilà, c'était devenu naturellement, mais sans plus que ça. Et combien de temps tu restes manager ? 5 ans. Et c'est toi qui pars ? Ça s'est mal fini. Ah. Ouais, non, ça s'est mal fini. Ça s'est mal fini à Armatis pour... bon, aujourd'hui, sur le coup, ouais, j'en voulais beaucoup, mais non, c'était une mauvaise passe, on va dire, ça s'est mal fini, et puis j'avais l'opportunité, on m'a proposé un poste dans la foulée, à Carrefour. D'accord. Chef de rayon ? Chef de rayon, ouais, c'est ça. Quel rayon ? Épicerie et liquide. Donc, pour te dire, c'était pas évident. Ouais. J'ai fait que 2 mois. Je suis pas resté longtemps. Et pourquoi ? C'est que je suis rentré en novembre. C'était la période des fêtes, et je crois, ça se trouve, je serais rentré à une autre période, je serais resté. Mais je suis rentré dans la période où c'était compliqué, donc je faisais des horaires de 2h à 20h, donc voilà, 2h du matin à 20h, donc c'était... Et par rapport à la vie de famille, c'était pas évidente. Et puis voilà, c'était pas fait pour moi en tout cas. Mais c'était bien d'avoir connu également ça, la grande distribution. Ça m'a permis aussi d'avoir des bons liens avec eux, de travailler ensemble. Ouais. Mais une fois que j'ai commencé ça, au bout de 2 mois, j'ai dit à ma femme que ça allait pas, et puis j'allais totalement changer.
J'avais une passion pour la photo déjà à l'époque. D'accord. Et je lui ai dit, ce qu'on va faire, je vais arrêter et puis je vais ouvrir un studio photo. Voilà. J'avais envie quand même, en tout cas, je commençais à faire de la photo, j'avais fait des formations et puis j'avais envie d'approfondir ça. Ouais. Et puis vu que ça s'est pas très bien passé, la fin avec Armatis, Carrefour, c'était pas, je me trouvais pas, j'ai trouvé pas ma place. Je me dis ok, je vais me lancer et puis voilà, j'avais commencé à monter un petit studio dans mon garage et puis c'est parti. Après j'ai eu un local photo et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo et de la vidéo. D'accord. Et le local, il était où? Il était boulevard d'Anvaux. D'accord. Boulevard d'Anvaux, donc il y est toujours. Donc j'avais un studio photo. J'ai tenu ça pendant 2-3 ans. Donc je faisais des photos de famille, grossesse. J'ai commencé par les animaux de compagnie. Je faisais des photos de chats et de chiens, ouais, c'est vrai. À l'époque, j'avais commencé par ça parce que je trouvais un petit peu, je cherchais une particularité pour se démarquer. Et ça avait intrigué. J'avais eu France 3 qui était venu faire un reportage à l'époque parce que ça intriguait un petit peu de savoir comment on pouvait faire les photos. Et voilà, ça m'a beaucoup appris la patience quand même pour travailler avec les animaux. Donc et puis voilà, et puis ça s'est commencé comme ça. Et puis j'ai commencé ma carrière dans l'audiovisuel à travers ça. T'as des anecdotes avec les photos d'animaux? Ouais, j'ai. Non, j'en ai eu plein parce que j'ai une dame qui m'a appelé une fois pour qu'elle voulait faire des photos avec son serpent. Et moi j'ai peur de ça, donc je dis non, c'est pas possible. J'ai une dame aussi qui voulait ramener son coq. Non, j'ai dit non, on fait pas, madame. Non. Mais c'est les chiens et chats, voilà, c'est pas. Non, voilà, mais c'était marrant, c'était une bonne expérience déjà surtout pour apprendre à faire la photo parce que voilà, faut arriver à les canaliser, faut les suivre et puis et au final quand même avoir un bon résultat. Donc c'est quand même ça l'essentiel. Et t'as pas d'appréhension quand tu crées l'entreprise? Non, pas du tout, parce que j'avais cette envie-là et puis je me dis voilà, au pire si ça marche pas, je reprendrai un boulot quoi. Et au final ça a marché. C'était une bonne période parce que j'étais passionné par la photo. Donc je voyais que par ça. J'ai ouvert le studio, je faisais des photos, et puis en parallèle de ça, j'avais eu via un voyage, j'ai eu une idée pour créer la Smilebox, la borne photo. Puis j'ai commencé avec mon beau-père à l'époque à travailler dans son garage avec des bouts de bois. On a fabriqué la première borne, la première Smilebox comme ça. Donc la Smilebox, pour qu'on comprenne, c'est en fait une borne photo. Une borne photo. Voilà. Où en fait tu peux prendre des photos en laissant une borne quelque part. C'est ça, et d'avoir les photos directement. Et l'idée c'est que je voulais vraiment faire quelque chose qui me convienne. On a fait le premier qui était en bois, je l'ai toujours dans mon garage en souvenir. Et puis ça a évolué. Et puis au final, la borne a démarré comme ça, boulevard d'Anvaux. La Smilebox a démarré à cet endroit-là. Et c'est pendant quel voyage que tu as eu cette idée? En Allemagne, on était parti en Allemagne et puis on avait comme ça en visitant, on avait un petit monsieur, un papy, voilà, qui était là en statique. Les gens passaient, ils prenaient des photos. Ici, voilà, c'était 2 €, il prenait une photo et puis il avait son imprimante connectée, le temps de le retoucher, de le redonner. Et mine de rien, je trouvais ça, c'est banal comme tout d'avoir une photo à la main. Mais c'était une période où on n'avait plus le toucher de la photo. Moi, ça faisait une éternité, j'avais pas touché une photo. C'était le tout digital. On avait tous les perches à selfie à l'époque, on faisait des selfies. Et le fait de le monsieur nous prenne en photo et qu'il nous le donne le côté papier, et je me suis dit mais c'est peut-être là le moment quoi. Faut retourner un peu au papier. Et c'est parti de là. Et je me dis je vais essayer de trouver un système pour connecter un appareil photo, une imprimante, un ordinateur. Et puis voilà, on a fait plein de tests, plein de trucs un peu à la con qui sont restés. Mais au final, on a réussi à trouver le bon système et ça a démarré comme ça. Ce qui a été plus dur au départ, c'était de faire comprendre, surtout aux financeurs, que la Smilebox pourrait être quelque chose qui pourrait marcher. C'était pas évident parce que j'avais un poteau qui était en bois, je le trimballais, j'allais dans les banques avec, je faisais des tests. Je me rappelle, j'étais parti dans une banque, la dame elle me dit monsieur, votre truc là, il marchera jamais. Elle dit vous mettez un photographe à la place, c'est la même chose.
Donc voilà, mais c'est bien parce que ça permet tu gardes ça en tête parce que tu dis bah t'as réussi à passer au-delà de tout ça. Mhm. Et puis aujourd'hui c'est ce que je me dis à chaque fois. Toutes les entreprises que j'ai créées, bon, j'en ai pas créé 10 000, mais tout ce que j'ai démarré au départ, la majorité me dit votre truc il marchera jamais. Et j'ai dit, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, quelqu'un qui me dit aujourd'hui je veux faire un truc, mais on m'a dit que ça marchera pas, j'ai dit mais c'est sûr, personne va dire ça va marcher. Aujourd'hui, quand tu crées un truc, la première des choses, je pense que les gens par facilité, ils vont dire bon, laisse tomber, ça marchera pas, plutôt que de dire vas-y. Ils ont peut-être peur que si ça marche pas, demain la personne vient leur dire bah oui mais tu m'as dit ça marcherait mais ça n'a pas marché. Après moi je le vois comme ça parce que la personne qui te dit ça marchera pas, c'est pas forcément parce que il pense que ça va pas marcher, c'est plus par facilité. On a toujours le petit côté négatif de base. On dit bon laisse tomber, ça va pas le faire. C'est comme si on a un trousseau de clés, plein de clés, on essaie de trouver le bon, on dit bon laisse tomber, on reviendra plus tard, mais non. Il faut juste prendre le temps de trouver la bonne clé et puis ça match quoi. C'est comme ça. C'est tout bête. Et toi, quelle est de culture? Tu penses que c'est plutôt français, ça? Je sais pas. Je sais pas parce que chez nous, au Togo, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des connaissances, des savoir-faire qui se lancent pas. Donc je veux pas dire que c'est français parce que j'ai pas créé quelque chose au Togo parce que j'ai pas eu de ce retour-là. Donc je sais pas. Je sais pas. Après, je pense que c'est dans la nature des gens, de tout le monde. Peut-être que moi aussi. Hein. D'accord. C'est sûr. Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu lances cette Smilebox? C'est la réaction des gens après, une fois que ça marche. Ou bien le côté négatif, tout ce que, voilà, une fois que ça commence à marcher, je le mets sur des événements, les choses. C'est les gens, les faits de retrouver des photos papier, de toucher et de se dire, oh, ok, ouais, putain, c'est bien, je l'ai sur mon frigo, je le mets. Ou lorsque aujourd'hui je vais en rendez-vous, des fois dans des bureaux, je trouve souvent sur des bureaux une photo qui vient de la Smilebox parce que voilà, c'est des photos souvenirs qu'on laisse sur les bureaux. Et ça fait plaisir. Parce que tu dis, voilà, tu laisses une trace quelque part. Parce que dans quelques années, on passera à autre chose. Parce que voilà, c'est comme ça, la vie est faite de tendances et de modes. Donc à l'époque, lorsque j'avais lancé ça, je me suis dit, bon, ça a une durée de vie de 4 ans, grand max. Peut-être qu'on en a encore un an ou deux, mais bon, j'espère. Et puis voilà, on passera à autre chose. Et après, tu passes à la vidéo? Oui. Au fait, une fois que la Smilebox était bien lancée, je faisais également de la photo, mais moins que ça. Et puis après, j'ai commencé à toucher à la vidéo. Parce que voilà, j'étais déjà dans la photo, donc je me suis dit, ok, je vais essayer d'apprendre un peu sur la vidéo. Et c'est dans ce moment-là que j'ai rencontré mon premier associé, Flavien Alexandre, qui avait le cabinet de recrutement, donc Evolution. Donc on a discuté, on a sympathisé, et puis on s'est dit, bon, on va essayer de travailler dans les entreprises pour leur proposer des vidéos, voilà, RH, ainsi de suite. Et puis voilà, on a commencé comme ça, et puis j'avais même pas une caméra. J'avais pas un réflexe pour faire de la vidéo. Je demandais à un ami de me prêter son appareil. C'est vrai, j'ai commencé comme ça, en prêtant un appareil. Mais voilà, c'est des beaux souvenirs parce que les premières vidéos que j'ai faites, j'en prêtais un réflexe pour le faire, quoi. Et puis à force des choses, voilà, ça a bien matché. Et puis ça a évolué. Et puis aujourd'hui, voilà, on est là où on est, quoi. Au tout départ, quand tu fais de la vidéo pour les ressources humaines, c'est quoi le principe? C'est que vous faites des vidéos pour présenter un poste? Pas forcément, parce que l'idée, c'est que Flavien travaillait sur la marque employeur. À l'époque, c'était quelque chose qui était un peu du chinois, un peu pour tout le monde, la marque employeur. Et l'idée, c'est de montrer un peu le quotidien d'un collaborateur ou d'une entreprise pour pouvoir, entre guillemets, vendre sa boîte. Il y a des entreprises où des choses se passent bien, majoritairement, donc il faut le montrer. Faut le montrer, même pour une question interne, même pour les gens qui ont envie de postuler. Et ça a commencé comme ça. Et puis on a fait des vidéos pour des chefs d'entreprise, des auto-entrepreneurs, des sociétés. Et puis aujourd'hui, c'est un peu vaste. On fait toujours des vidéos d'entreprise pour des postes. On fait toujours des vidéos marque employeur et on fait des vidéos publicitaires pour des entreprises et autres. Et à ce moment-là, tu t'associes avec lui? Du coup, on a fusionné, on a fait une fusion d'entreprise avec Evolution. Donc, on a créé UR Evolution. Donc, il y avait la Smilebox également qui devient une marque du groupe UR Evolution, ou Evolution également. Et puis, par la force des choses, on a rencontré Olivier. Ça a matché aussi. Donc, on s'est dit, ok, viens avec nous.
Olivier est venu avec nous, donc voilà, ça a formé les trois mousquetaires. Donc on a créé la marque Mi-Média, du coup pour dissocier un petit peu la vidéo des autres marques. Donc voilà, Mi-Média du coup devient la marque vidéo du groupe. Et pourquoi ça s'appelle Mi-Média? C'est une belle anecdote. Je vais te rencontrer. Un jour, on part à un salon à Amsterdam. Donc, je pars avec Olivier. C'était un salon, donc on s'est dit, on va aller voir un peu les nouveautés. Et dans le train, on cherchait une marque. On cherchait un truc. C'est un brainstorming qui s'est fait dans le train. Donc, autant te dire que c'était pas évident. On avait Evolution à la base, Evolution. On s'est dit, ça peut être. On cherchait le logo à la base. Donc on s'est dit, ce qui serait bien, c'est que le WE, on le retourne. Ça partait d'une connerie pour faire un ME. Mi-Média, si tu vois le logo, c'est le logo d'Evolution retourné. Ah, ok. Et du coup, on l'a dessiné, on l'a retourné. Je dis, oui, c'est pas con ça. On cherchait un nom. Et puis Mi-Média. Mi-Média est sorti comme ça du train. On a dit, on garde. Et voilà. Il n'y a pas eu d'autre réflexion que ça. Et on est rentré, on a dit à Flavien, on a trouvé une idée. On va l'appeler Mi-Média. Et on a créé la marque Mi-Média. Quand tu te retournes sur ce parcours-là, qui a été rapide quand même. Oui, c'est vrai. Je marche beaucoup à l'instinct. Il y a des choses, des fois, si je le sens, j'y vais. À l'époque, voilà, c'était rapide, mais j'ai pas peur quand c'est rapide. Des fois, il faut y aller quand c'est le bon moment. C'était le bon moment à chaque fois. À chaque étape, je trouve que c'était le bon moment. Ça a très bien évolué très rapidement. Donc voilà, moi je suis très autodidacte. Donc tout ce que j'ai démarré à la base, j'ai fait des études de politique, j'ai fait des études d'histoire. Je fais rien de ça. Au final, la photo, j'ai appris ça comme ça. La vidéo, j'ai appris ça comme ça. Non, j'ai pas fait de cours, j'ai pas de diplôme. À l'époque, lorsque j'ai démarré la photo, je regardais des tutos jour et nuit. Ouais. J'avais on va dire des référents qui avaient leurs vidéos, qui avaient des choses, des chaînes que je suivais pour apprendre. Pareil, la vidéo, j'ai appris ça comme ça, les outils. C'est vrai que j'avais des connaissances qui étaient déjà dans ce domaine, qui me donnaient, on va dire, j'appelais ça des parrains, qui me donnaient des cours, qui me disaient fais comme ça, fais comme ça. C'était pas prévu que je fasse ça, quoi. Et même la nouvelle entreprise que j'ai créée, j'ai jamais touché une machine à coudre de ma vie. Mais aujourd'hui, je fais des fringues. Si tu le sens, vas-y, quoi. On va revenir sur cette histoire de fringues, comme tu dis. Ça devient comment cette idée? Ça me vient pendant le confinement. Pendant le confinement, on était tous, on n'avait rien à faire. On a fait les travaux dans la maison, on a tout rangé, on a fait tout. Voilà, après, on avait le temps. Et je cogitais un petit peu. Et puis, mine de rien, lorsqu'on regardait les infos, on voyait un peu les gens. Tout le monde était revenu un petit peu aux bases. Au local. Je l'ai vu beaucoup à Châteauroux par rapport au drive fermier. C'est parti de là. Parce que même nous, on l'a commandé à la maison, le drive fermier. Parce que pour faire les courses, mine de rien, ils sont venus nous livrer. Voilà. Et je me dis, mais on était tous repliés un peu sur soi. C'est vrai. Le Made in France existe depuis longtemps. C'était pas autant à la mode que maintenant. Et je me dis, là, c'est le moment, quoi. Peut-être revoir un peu les bases. Essayer de travailler un peu sur le savoir-faire local, ce qu'on sait faire, comment on peut consommer autrement. Et puis j'avais envie déjà de faire du vêtement. Des vêtements sans forcément faire du local, mais voilà, j'avais un truc qui trottait dans la tête depuis très longtemps. Et puis les deux idées sont venues, et puis je dis ok, on va essayer de bosser. Et puis j'ai commencé c'est vrai qu'on avait le temps à me renseigner un peu, à voir ce qui se faisait dans le coin. Et j'ai eu la chance, avant le confinement, par rapport à la Révolution et Mi-Média, d'avoir tourné ou avoir accès dans des entreprises déjà qui faisaient un peu de la confection, qui étaient un peu dans ce milieu-là. Et puis on dit ok, on va travailler sur des protos. Donc j'avais déjà fait les collections, dessiné un peu tout ce que je voulais faire. Et dès que c'était possible, j'ai contacté les ateliers. Et puis voilà, on a commencé à travailler ensemble. Et tu t'es pas mis de barrière, tu t'es pas dit c'est hyper concurrentiel? C'est vrai, sur le coup, non, j'ai pas pensé à. J'ai pas fait d'études de marché. Non, parce que je le sentais bien le truc. Je l'ai fait. Après le deuxième confinement, tout était un peu plus établi. Donc j'ai commencé à contacter les banques, les financeurs, tout ça pour le projet. Ils sentaient pas parce que c'était le Covid. Tout le monde était près de ses sous et puis ainsi de suite. Et puis c'était pas le moment de créer une boîte, quoi. C'était pas le moment de.
Et puis je me dis, bon non, on va y aller. Et puis j'avais déjà fait des protos. J'ai pris les petites économies que j'avais. Voilà, j'ai investi dans le site internet, une première collection. Et puis c'est parti. C'est quoi les premiers protos que tu as fait, que tu as dessinés? Ah, si, ils sont dégueulasses, ils sont dans mon placard. Ils sont dégueulasses. Non, mais c'est vrai, je l'ai au Ghana. Quelques-uns, même ma fille, elle ne mettrait pas. Elle dit c'est dégueulasse. Non, j'en ai fait un sur les berrichons, c'est juste berrichon dessus. Non, sincèrement. Peut-être peut-être que dans quelques années, je les mettrai aux enchères, j'en sais rien. Qui sait, peut-être qu'un jour, ça vaudra des sous. Comment tu te fais connaître pour la première collection? Parce que t'as pas de magasin. Non, j'ai pas de magasin, j'ai toujours pas de magasin. Comment ça s'est passé? J'ai essayé tout simplement de faire un truc bête, mais de raconter l'histoire du produit. Je me suis dit, je vais pas me casser la tête. C'est fait comme ça. On va faire parler le produit, les gens qui l'ont fait. J'ai fait des photos dans les ateliers de fabrication en local. Par exemple, les premiers t-shirts ont été fabriqués dans les ateliers d'Agir, rue du Berry, à côté. Les premiers pulls ont été faits à Boès, dans le coin. Donc j'y suis allé, j'ai pris des photos. Et j'ai eu la chance aussi, quand même, j'ai eu des ambassadeurs qui sont toujours mes ambassadeurs. J'offrais des t-shirts, je dis voilà, ça c'est ce que j'ai créé. Est-ce que tu aimes bien? Voilà. Et sans rien leur demander, ils l'ont mis et puis ils ont posté sur les réseaux. Et c'est parti de là. Voilà, j'ai eu la chance, il y a plein de gens comme Romain Grange qui l'a mis, Alexis, des gens de la ville, même Gilles. Après, mine de rien, les gens étaient fiers aussi de cette appartenance-là, donc ils le montraient. Et puis moi, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis d'avoir des retours clients, d'avoir des choses à modifier. J'avais de la chance, je connaissais également des chefs d'entreprise qui sont dans le textile, donc je suis allé les voir en disant voilà, qu'est-ce que tu en penses, ainsi de suite. Voilà, ils m'ont donné également leur avis. Et voilà. Toi, tu étais convaincu que les gens étaient fiers de porter ce label Berrichon? Ouais. Moi, j'étais convaincu que les gens, ils étaient fiers de leur appartenance, qu'ils allaient le mettre. L'idée, c'est de faire quelque chose qui soit pas kitsch et qui soit assez sympa et qui soit sur une ligne directrice sur laquelle faut jamais déborder. La ligne directrice, c'est travailler sur du coton bio, travailler en local. C'est tout bête, hein. Sur le coup, ça a eu des blocages au début lorsque j'ai dit voilà, je vais travailler comme ça. Le coût, ça va être ça sera ça le prix final. On m'a dit ouais. Non, mais voilà, aujourd'hui, je peux acheter un t-shirt à 5 euros au bout de la rue. Voilà, je vais pas mettre autant. Mais voilà, je me dis, mais je suis sûr qu'une fois tu racontes l'histoire des choses, des fois. Aujourd'hui, les gens consomment autrement, on le voit. Hein, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 choses. Je vais te raconter une anecdote. Au moment où je cherchais par exemple, pendant le confinement, j'ai eu une conf avec la région d'Eve, plein de gens pour avoir parce qu'il y a un financement de la région. Et la dame, elle me dit, il y avait une dame, elle me dit pendant la conf, qui me dit, nous, on aide des projets innovants. Et il m'a dit, dans votre projet, il n'y a rien d'innovant. Parce qu'il y a, est-ce qu'il me dit, il y a une technologie, il y a quelque chose. Effectivement, techniquement, il n'y a rien d'innovant. J'apporte pas, c'est pas un coton bio qui pousse sur un toit d'un truc, ou voilà, ou c'est pas fabriqué par une machine autonome. Mais le concept en lui-même est innovant. Parce qu'aujourd'hui, un truc tout bête, récemment, on a fait un sac, ou même l'histoire du pull. On va chercher le tissu à Cap Tissu, on va chercher les rubans à Disrefil, on fait les coutures à Agir, on fait le marquage à MFV qui est dans le coin. Les étiquettes qui viennent d'Alinéa 36, il y a le packaging qui vient de Laserphot. Là, je viens de citer 6 ou 7 entreprises qui sont du coin. Pour moi, c'est ça qui est innovant en soi. Pareil, le pull en laine, Mérinos, on récupère la laine à Argenton, c'est tricoté à Boès, ça revient à MFV qui fait les écussons, tout est en local. Si on peut le faire, allons-y. On n'a pas et mine de rien, c'est pas évident parce que on peut se laisser guider par la facilité des fois, à des moments donnés. C'est-à-dire parce que tu dis ok, il y a la même chose qui peut se faire à l'étranger ou ailleurs, okay, et peut-être moins cher. Mais une fois qu'on se dit, c'est pas que du business pour du business. Il faut que ça soit quelque chose d'enrichissant personnellement. Demain, si je dis, bon, ok, ce que je fais, ça m'apporte rien, je parle pas financièrement, personnellement, j'arrête.
Ça sert à rien, je ferai autre chose. C'est-à-dire que si demain on te dit bah voilà tu peux faire la même chose à l'étranger et que ça te rapporte plus, toi tu le fais pas. Non. Parce qu'au final, ça revient à du commerce pour du commerce. Ouais. C'est pas ma façon de voir les choses, quoi. Moi, tant qu'il y a quelque chose qui me tient, j'ai démarré la photo comme ça parce que ça m'apportait quelque chose. Personnellement, j'étais convaincu par ça. Et encore aujourd'hui. C'est pour ça que ça me plaît quand j'ai envie de faire une vidéo, par exemple. J'ai l'idée qui me vient en tête. Je dis, ok, un truc tout bête, hein. On voulait faire la vidéo d'Euphorie. J'ai dit, ce serait bien qu'on réunisse toutes les voitures sur une piste, quoi. Et on l'a fait. Et, il faut que ça tape. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose. Là, je fais des chaussettes. Les chaussettes, on fait à Limoges. On n'est pas obligé d'aller très loin pour faire des choses. Et c'est une belle découverte, c'est une belle entreprise familiale. Et ça crée des liens. Ça match comme ça. Au début, donc je comprends bien que tu crées un magasin digital, c'est pour une histoire de coût. Oui, ouais, j'ai monté une petite micro-entreprise et voilà, j'ai monté ça. Et pourquoi à un moment, quand ça fonctionne, tu crées pas un magasin? À un moment donné, il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit, ok, par exemple, Balthazar m'a fait confiance en me disant, ok, au début, je cherchais un distributeur. Je me disais, ok, je vais trouver une boutique qui pouvait distribuer mes produits parce que moi, j'avais pas de... Il m'a fait confiance et dit, ok, on va travailler ensemble. Après, l'office de tourisme. Je ne me vois pas aujourd'hui ouvrir une boutique. Si demain j'ouvre une boutique, j'arrête tous mes points de distribution. Mais je ne suis pas encore à ce stade-là. Si j'ouvre une boutique aujourd'hui, il faut que j'ai la capacité dessus. On travaille sur des quantités limitées parce que dans les ateliers, il y a 12-13 personnes. On n'a pas la capacité de sortir 10 000 pièces, par exemple. Donc demain, si on est en rupture de stock sur un modèle, il faut attendre limite 2 mois, quoi. Parce qu'il faut les refaire depuis la base. Oui. Donc voilà, c'est aussi un système, et les gens le comprennent aussi. Il n'y a pas de souci. On n'est pas dans du volume pour du volume. Ce rôle-là, comment tu te l'es approprié? Je travaille avec des gens qui aiment ce qu'ils font. Et j'aime ce que je fais. Donc c'est très simple. Le jour où je suis allé voir Charles de Montléon, qui est à Boisse, avec qui je travaille pour faire les pulls, il m'a contacté, il m'avait envoyé un message, parce que je ne le connaissais pas. Il m'a contacté, du coup on a pris un rendez-vous. Je suis rentré là-bas. En 5 minutes, on s'est serré la main. On s'est dit, OK, on y va. Et du coup, au fait, l'avantage de travailler en local, c'est que tout le monde essaie d'arranger tout le monde. Parce qu'au final, on travaille dans un but commun. Et c'est très simple. Aujourd'hui, au début, c'est vrai que je supervisais beaucoup. J'allais à chaque fois à l'atelier voir comment ça se passe. J'allais ici, je veux que ça soit comme ça. Aujourd'hui, on se connaît avec les chefs d'atelier, avec les gens avec qui je travaille, les distributeurs. On se connaît, c'est très simple. Et sur le textile, qu'est-ce que tu as appris? Au début de la Smilebox ou même sur la vidéo, sur ma première entreprise, on travaille sur du long terme, on programme des choses. On s'est dit, voilà, ça c'est notre plan d'action sur l'année. On a tel tournage qui va arriver là, tel tournage qui arrive là. J'ai un shooting à faire tel jour. Sur le textile, non. On peut prévoir une collection aujourd'hui, et la veille, tu peux te rendre compte que ça c'est mort. Ça va pas le faire. Parce qu'on a des tendances qui changent rapidement. On est dépendant également des gens. Parce que mine de rien, dans des ateliers, c'est des gens qui travaillent. Et des gens, ils peuvent avoir des imprévus, ils peuvent être malades, ils peuvent être en arrêt, et des choses comme ça. Donc faut jamais prévoir. J'ai pas dit qu'il faut jamais prévoir. Il y a des choses, mais faut s'adapter tous les jours. Et je m'adapte tous les jours. Est-ce qu'il y a une culture d'entreprise? C'est bateau ce que je veux dire, mais faut aimer ce qu'on fait, quoi. C'est tout bête, hein. Après c'est simple comme phrase, mais moi je dis toujours aux gens, ils me disent demain je vais aller bosser, quoi. J'en ai marre. Bah n'y va pas, mon gars. Si t'aimes pas, fais autre chose. C'est peut-être qu'aujourd'hui je le dis parce que j'aime ce que je fais, mais il y a des gens qui aiment des choses, qui veulent faire des choses, mais qui le font pas. Parce que voilà, ils se mettent des limites. Je dis moi je le fais parce que j'aime. Si à un moment donné je me suis dit ok, j'ai envie de faire j'ai fait des coffrets à Noël. Un coffret, l'année dernière on s'est dit on va faire des coffrets pour Noël. Des coffrets de textile? Ouais, des coffrets pour mettre les commandes dedans. On s'est dit ok, on va faire un coffret pour Pâques. On va essayer de dessiner un pâté de Pâques, un pâté berrichon dessus. On a travaillé dessus. J'avais une illustratrice qui était en stage avec moi à l'époque. On a travaillé dessus. Bon, c'était pas concluant.
Mais je me suis dit, c'est pas con. Est-ce qu'on peut refaire la même chose avec le château Raoul? On va essayer de dessiner, on va mettre le château Raoul avec un joyeux Noël sur le packaging. Okay. On l'a fait. On s'est dit, c'est pas mal. On va essayer de décliner. On va peut-être faire autre chose. Et les illustrations sont commencées comme ça. Et puis, parce que j'ai aimé ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, j'aime ça, donc on le fait. Si demain, j'aime pas, on arrête. Ouais. Voilà. Et puis il faut que tu sois fier de ce que tu proposes. Ouais, c'est ça. Si demain, voilà, c'est pour ça aujourd'hui, toutes les collections, je les dessine. C'est moi qui décide parce que j'aime ça. Si j'aime pas, ça sort pas. Il y a plein de gens qui m'ont demandé des choses, on les a faites en proto, on les a essayées. C'est pas, pour moi, ça apporte pas une plus-value en le sortant, donc on le sort pas. Tu bosses quand même vachement à l'intuition. Ouais, c'est quelque chose qu'on nous a donné. C'est la nature humaine nous a donné ça, donc faut l'écouter quoi. C'est une petite voix qui est bon, je vais pas dire dans la tête, mais c'est quelque chose, faut pas l'oublier ça. Si t'as une intuition, on dit vas-y. Demain il te le dit vas-y quoi. Au pire on revient à la case départ. Hein. Et à côté de cette vie à 100% là, qui est plutôt business, est-ce que t'as d'autres centres d'intérêt toi? Si, bon après. J'ai l'avantage aujourd'hui, ma femme aussi est chef d'entreprise, donc on a 2 vies vraiment en speed. Il y a quand même une vie de famille, les enfants, ça le fait. J'ai moins en moins de temps pour d'autres passions, on va dire. Mais j'ai quand même des périodes où j'essaie de me caler des moments propres à moi pour penser à autre chose, pour déconnecter. Et dans ces moments propres à toi, tu fais quoi? Soit avant, on va dire, en guillemets, je geekais beaucoup. Je jouais beaucoup à des jeux de stratégie sur ordinateur. Je le fais toujours, de temps en temps. Quel jeu? J'aime le foot. Je regarde beaucoup de foot et je joue à Football Manager depuis plus de 15 ans maintenant. Ouais, j'ai un jeu qui sort chaque année et chaque année, je joue à ça. Donc des fois, avant, je me bloquais 1 heure par jour pour y jouer. Mais ça reste toujours dans le management, mais ça me fait penser à autre chose. Ouais, c'est toujours de la stratégie, mais autrement. Mais ça permet de couper. Voilà. Un peu de sport? Non, je suis pas très sportif du tout. Ah non, je suis pas très sportif du tout. Il y en a qui regardent une série, il y en a qui fument des clopes, il y en a qui boivent un bière, voilà, et peu importe. Moi, c'est ça, c'est mon moment, c'est tout bête, mais voilà, c'est mon petit moment qui me fait penser à autre chose et me déconnecter. Les retours au Togo, ça en fait partie? Oui. Ah, ça c'est très important. Ça c'est normalement j'essaie d'y aller tous les 2 ans. Chaque année c'est pas parce que par rapport aux activités on n'a pas le temps puisque mine de rien c'est un voyage assez conséquent. Mais c'est quelque chose qui permet à chaque fois. T'as l'impression c'est comme un baptême quoi. Tu ressors, tu prends une douche, tu reviens. Et c'est bizarre, je sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois quand tu pars au pays et tu reviens, tu as l'impression d'être frais, mais psychologiquement. Moi en tout cas c'est ce que ça me fait et la plupart des gens que je connais c'est comme ça. J'espère pouvoir y aller à la fin de l'année ou on verra, mais ouais ça permet tout part et puis tu reviens frais et tu vois les choses autrement. Et en France, tu as des contacts avec des Togolais ici? Ouais. Beaucoup, déjà parce qu'à Châteauroux, on en a pas mal. Ouais. Il y a une petite communauté, donc voilà, ça permet aussi de se retrouver le dimanche entre Togolais, de parler togolais. Mine de rien, c'est des petites choses aussi. Et puis j'ai toute ma famille qui est en région parisienne, donc je retourne de temps en temps. Et puis voilà. On s'était vu au concert de Christophe Maé, je crois. Oui, tout à fait. Son guitariste est togolais. Et c'est un très bon ami d'enfance. Je l'ai connu à l'époque parce que j'ai eu une période où j'ai fait de la musique. Ah ouais, c'est vrai. J'ai eu une période où j'ai fait de la musique. J'ai fait du zouk. J'ai fait 3 albums quand même. C'est pas vrai? Ouais, tu vois, t'apprends plein de choses. Mais chanteur? Ouais, chanteur, ouais, tu vois. C'est génial. Je te donnerai. On peut écouter ça où? Sur YouTube, sur Deezer. J'ai encore quelques redévances qui tombent des fois. Non, mais c'est vrai. Et puis, Amen a joué sur tous mes albums. C'était mon guitariste à l'époque, c'est lui qui a fait les guitares sur tous mes albums. Génial. Et on a ce lien-là toujours. Et à l'époque, je me rappelais, j'étais déjà à Châteauroux. J'avais un petit home studio lorsqu'il venait et puis il faisait toutes les guitares. J'allais à Paris, j'allais le voir en studio, on faisait toutes les guitares. Et j'étais encore tout jeune à l'époque. Et on a toujours gardé ces relations. Et puis à chaque fois, on se voit en concert.
Et puis là, on se verra également lorsqu'il sera là. Et puis non, ça reste un pote avant tout. Génial. Et tu fais plus de musique du tout? Non. Depuis 9 ans, je crois, à peu près, j'ai arrêté. Ça te manque pas? On est passé à autre chose. On va dire que, je vais pas dire que ça me manque, mais j'écoute, je reste toujours dans l'idée, mais on est passé à autre chose, on va dire. Ouais. Mais c'était une envie du moment, donc je l'ai fait. Et ça reste toujours des souvenirs. Donc aujourd'hui, des fois, j'ai mon fils, lorsqu'il prend mon téléphone, il va sur Deezer. Des fois, il dit « Ah, ça c'est papa ». Et puis voilà, c'est marrant. Ou sur YouTube, donc ça reste de bons souvenirs. Ah, c'est bien. Quel est le regard de tes parents sur ton parcours? Ah, c'est délicat parce que mon père, il est comme moi. Il dit pas les choses. Il dit jamais les choses. Comme toi, c'est-à-dire? Ma femme, elle me le reproche souvent, mais quand ça va bien, je le dis pas. C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui va bien, je le dis jamais. Quand c'est mal, je te le dis. D'accord. C'est une connerie. Hein. J'essaie de travailler dessus, mais je sais que c'est pas bien ce que je... Quand quelque chose est bien, je veux pas dire ça c'est bien, mais quand c'est pas bien, j'ai dit voilà, ça c'est pas bien. Voilà. Mais c'est quelque chose sur lequel, voilà, ça je le sais que c'est une connerie. Et mon père il est pareil. Quand ça va pas, il m'appelle. S'il m'appelle pas, c'est que c'est bon signe. Non mais c'est vrai, c'est comme ça. Pareil, quand ma mère m'appelle, c'est que là ça va pas. S'il y a une petite embrouille, il y a quelque chose, quand mon père appelle, je sais que là il faut se calmer. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est comme ça. Ma mère, c'est un peu spécial parce que c'est toujours son côté mère. Donc, quand elle me voit chef d'entreprise, elle a toujours peur du côté, côté un peu précaire. Ouais, de l'échec. Ouais, elle me dit toujours ça. Elle me dit. Pourtant, elle fait la même chose. Ouais, mais pour elle, c'est normal. Alors qu'on lui dit, voilà, ton âge, arrête, il n'y a pas besoin de ça. Voilà, on va rester au Togo et puis voilà, tu restes à la maison. Hein. Mais non. Mais moi, elle m'en parle pas vraiment parce que voilà. Mais voilà, c'est ce que je fais. Et puis, elle aurait préféré que je reste salarié d'une boîte à faire mon 35 heures parce qu'elle a toujours peur de ce côté. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est un peu ça, hein, mais elle a peur de ça. C'est normal, mais voilà, c'est pas. Mais sinon, voilà, ça se passe bien. Est-ce que tu aurais un livre ou un film qui t'a marqué à nous conseiller? Un livre ou un film? On va dire un film. Je le regarde assez souvent. Quand j'ai besoin un peu de me remettre un peu les bases. Après, c'est long. Mais c'est Le Parrain. C'est le Parrain, la trilogie du Parrain. Des fois, ça me prend une journée. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais parce qu'il y en a qui peuvent trouver ça violent, il y en a qui peuvent trouver ça un peu vieux jeu, côté un peu mafieux italien, tout ça. Je retiens toujours l'histoire du paysan italien qui a réussi en ayant des principes. Après, peu importe que c'est un film, mais en termes de stratégie, en termes de psychologie, il y a des choses tout bêtes, il y a des moments précis dans ce film qui m'ont aidé dans mon parcours, surtout au début. Et tu vois, il y a après, je connais pratiquement tous les dialogues, parce que je le regarde souvent. Je saoule même mes associés avec ça. Je dis, le parrain. Ah, mais il y a une phrase où il dit garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. C'est tout bête. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. C'est un film, quand j'ai des moments de mou, je le regarde, je prends le début et puis je regarde tout. Comme la vie, est-ce que tu as eu un échec dans ta vie? Non. Parce que échec, ça voudrait dire, si j'avais eu un échec, je ne serais pas là. Après, tu peux surmonter un échec, tu vois. Oui, mais c'est pas vraiment des échecs alors. Des péripéties. On peut avoir des péripéties, mais ça te sert. Et vraiment, échec, c'est que là, t'es au plus bas du bas. Et là, t'as jamais été bas? Non. J'ai eu des déconvenus, j'ai eu des... Comment on peut dire ça? T'as un exemple de déconvenu? C'est plus des déceptions. Ah oui. Voilà, déception. Déçu par des gens, déçu par des choses, mais c'est pas Non, pas des échecs, non. Non. Et à contrario, quel est ton plus gros ou plus grand succès? Mes enfants. C'est le summum. Hein.
Les enfants, voilà, aujourd'hui, si on fait des choses, si on essaie d'avancer, si on essaie de réussir sa vie, entre guillemets, c'est pour eux. Après, Quel type de père t'essayes d'être? Je suis assez dur sur des choses parce que j'aime bien avoir un cadre. Et mes enfants, j'essaie de leur inculquer ce cadre-là, mais aussi j'essaie de leur préparer quelque chose. Parce que moi, mes parents, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils nous ont préparé quelque chose. À un moment donné, c'était programmé qu'à un certain âge, on devait partir, faire des études en France, faire ci. Ma soeur est partie, je suis parti, ma petite soeur est partie, mon petit frère aussi a suivi. Et aujourd'hui, chacun est à sa place. Et chacun a réussi sa vie. Et sans mes parents, on ne s'en serait pas là. Donc, dans un contexte pas évident. Le Togo, c'est quelque chose. Nous, on le sait parce qu'on est parti un peu plus tard. Donc, on a été un peu mature avant de partir. Mais voilà, j'essaie de faire ça un peu aussi pour eux. Parce qu'après nous, au pire, si ça ne va pas, on ira au Togo. Voilà, je serai sur la plage, les pieds dans le sable. Et puis voilà, on mangera du poisson et puis des choses sur la plage. Voilà, c'est si simple que ça. Ok. Il y a un trait de caractère qui t'a joué des tours, quelquefois? On me le dit que je suis un peu trop gentil. Mais je ne vais pas le changer pour autant. Après, j'essaie de faire des choses de façon... Si des gens prennent ta bienveillance pour la naïveté ou ils essaient de contourner, tant pis. Toi, tu le fais parce que tu as envie de le faire. Après, le reste... Et quand on commence à avoir une petite notoriété dans une ville, ça t'a changé un peu ou pas du tout? Non, je fréquente toujours les mêmes personnes, je vais toujours au même endroit, je sors très peu, je fais toujours ce que j'ai à faire, je suis toujours mon instinct. Après, c'est sûr que je partage plus autant des conneries sur les réseaux. c'est tout bête, hein. Des fois on écrit un truc, on le relit, c'est juste ça, c'est surtout ça. Fais juste attention aux traces qu'on laisse pour demain, parce qu'on ne sait pas. C'est juste ça, sinon le reste, je suis toujours autant nature et puis voilà. J'ai une dernière question, comme la vie. Quel est ton endroit préféré dans le Berry? Bonne question. Mon endroit préféré dans le Berry... Et à part le café du théâtre. J'en ai plusieurs, parce que j'aime bien Saint-Denis-Joué, parce que c'est le village de ma belle famille. D'accord. Et au début, lorsque j'ai rencontré ma femme, on y allait. C'est contradictoire parce qu'il n'y a pas de réseau partout. C'est apaisant des fois. C'est un peu cool des fois lorsqu'on y va le dimanche avec les enfants, voir les grands-parents. J'aime bien. Ça te coupe un peu de tout. Des fois, c'est bien aussi d'avoir un peu de calme. Et après, moi, c'est la raison numéro 1 pourquoi je suis resté à Châteauroux. Parce que c'est calme. Quand je retourne à Paris, tout va plus vite que moi. Et puis, j'aime bien aussi être tranquille. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour la conversation très inspirante comme la vie. Merci à toi. En tout cas, c'était très sympa. Eh ben super. Bonne journée. Bonne journée à toi. Salut, ciao. Salut. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. Vous retrouverez sur le Facebook et LinkedIn du podcast tous les liens des principaux sujets évoqués. Merci donc à vous qui partagez les épisodes sur vos réseaux, c'est le moyen de faire connaître le projet et notre territoire. Je vous donne donc rendez-vous pour le 50e épisode de Goodberry avec un invité toujours aussi inspirant.